Comme à notre habitude, grande interrogation. Afrique, réécriture des lois fondamentales, une menace sécuritaire. Nous nous interrogeons encore ce mardi 11 avril de l'an de grâce 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Toute société étatique a une constitution, mais toute constitution étatique ne comporte pas forcément de préambule. Certaines qui en sont dotées sont parfois silencieuses sur sa valeur juridique, au point qu'une partie de la doctrine n'y a vu qu'un ensemble de déclarations, de principes dépourvus de force juridique et par conséquent dénués de toute normativité et même de force normative. Il faut préciser cela. La conception aujourd'hui est qualifiée de majoritaire et d'hégémonie par Olivier Beau. La texture formelle des énoncés du préambule ainsi que leur contenu en font généralement un catalogue de vœux pieux dénués de spécificité requise pour leur donner une valeur juridique. Qu'importe alors qu'un énoncé constitutionnel dispose expressément que, on va le dire ainsi, le préambule est partie intégrante de la Constitution. C'est le cas par exemple au Burkina Faso, au Cameroun, aux Comores, au Maroc, au Tchad et au Togo. Il n'a cependant pas la qualité suffisante pour transformer la normalité congénitale du préambule en catalogue de normes juridiques. Ce déficit originel qui tient pour beaucoup à la définition littérale du préambule et qui avait alors conduit à Ademar Ejmen à réaliser à partir de la Constitution de 1848 une distinction entre les déclarations des droits qui ne sont pas des articles de loi précis et exécutoires et les garanties des droits qui sont de véritables lois positives et obligatoires des articles constitutionnels. Eh bien, tout cela n'est que la conséquence d'une conception ancienne et toujours dominante, mais cependant réductrice de la normativité. Mais nous nous interrogeons. Qui a écrit les lois fondamentales africaines? Pour ce qui est de l'Afrique francophone, tout le monde le sait, c'est la France qui a écrit justement les constitutions africaines. Peut-on appeler cela des constitutions, des lois fondamentales? En tout cas, vous nous répondrez lorsque vous allez faire les commentaires sur cette édition. Portaliste écrivait « La loi permet » où elle défend, elle ordonne, elle établit, elle punit ou elle récompense. Par là, il insistait avec force sur l'élément structurel de la norme telle que conçue par Emmanuel Kant. Vous me direz, ce sont des étrangers, il ne faut pas en parler. Et véhiculé plus tard par, on va le dire, le maître viennois, pour ce courant de pensée, la contrainte ou l'impérativité constitue l'élément distinctif de la norme et le trait spécifique de la normativité. Ordonner, permettre, interdire, conférer sont ainsi les seules catégories modables ou alors modalités déontiques de la norme, pour reprendre la formule chère à Paul Amselec. Dans cette perspective, l'idée de sanction est alors étroitement associée à la définition de la norme juridique. Elle en est même, comme a pu le constater plusieurs personnes, le critère qui est censé établir le caractère juridique de la norme. Cette thèse qu'ils considèrent comme mal fondée, on va le dire, irrigue par exemple la théorie des normes constitutionnelles imparfaites du doyen Paul Roublier. Mais les constitutions qui ont été écrites par la France, doit-on les considérer comme étant des constitutions? Et d'ailleurs, pourquoi ne pas les réécrire avec l'approbation de la population? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Afrique, réécriture des lois fondamentales, une menace sécuritaire, c'est notre grande interrogation de ce mardi matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège, il est notre invité. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Ngos. Bonjour à... C'est comme ça que vous dites Ngos, hein? Bon, je crois que c'est Ngos. C'est Ngos. C'est de ça dont je parle. C'est Ngos. C'est ce dit là, c'est tout ça dans notre cas. Allez-y, on vous écoute. Je salue nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. On ne parle pas beaucoup d'eux, mais ce sont des hommes de l'ombre qui font un travail magnifique. Il faut à tout moment qu'on puisse les rendre hommage par rapport à ça. On salue également
votre maréchal. Je salue vos millions de téléspectateurs, de toutes ces personnes-là qui au quotidien ne cessent de nous apporter leur soutien. C'est moi qui vous remercie de l'invitation que vous me faites en invitant un plateau aussi prestigieux autant pour moi, de nature à véritablement expliquer au commun des mortels ce qui paraît parfois ne peut être une évidence, mais qui en réalité conditionne l'avenir de nos États. Merci à vous, Charlie Kenyé, d'avoir répondu présent à notre invitation encore ce matin. Je vous rappelle juste que je m'appelle Ngos, fils de Ngos et petit-fils de Ngos. Et justement, c'est de ça dont je parle. Et nous nous intéressons justement à la réécriture des lois fondamentales sur le continent africain. Est-ce une menace sécuritaire? D'ailleurs, commençons par là. Les constitutions africaines qui existent depuis les années 60 sont-elles des constitutions avec la bénédiction de la population? Bien sûr que non. On n'a pas besoin de faire philosophie pour comprendre et pour répondre à cette question par l'affirmatif. Non et double non et triple non même s'il fallait. Les constitutions, c'est quoi une constitution? Quand on parle de constitution, c'est-à-dire qu'on a une communauté de peuples, on a un peuple qui s'est assis et qui s'est constitué. D'où le nom constitution, c'est-à-dire qui s'est constitué, qui s'est assis, qui a pensé son avenir, qui a pensé son devenir. C'est ça la constitution. À quel moment les États africains se sont assis pour se constituer ou penser leur avenir ou pour penser? Non, ce que nous avons comme constitution actuellement en Afrique, surtout dans la plupart des États dits francophones, n'est qu'une pâle copie de les constitutions françaises révisées, parce que dans le cas de nos constitutions africaines, elles intègrent des réalités telles que par exemple les accords de coopération qui nous lient avec cette ancienne métropole qu'est la France. Rappelons aujourd'hui, et je prends un cas très simple, si je prends le cas par exemple d'un pays comme le Mali, rappelons que vous avez du côté du Mali des accords de coopération avec l'État malien qui spécifiaient 3 choses. Pour revenir à la question où vous nous parlez de la problématique sécuritaire. Les accords de coopération avec le Mali prévoyaient, dans le domaine de la sécurité, il y a 3 éléments qui ont retenu mon attention. C'est que lorsqu'un soldat français est en opération au Mali et qu'il décède, les frais de rapatriement du corps et toutes les charges y afférentes doivent être endossés par l'État malien. Un. De 2, un soldat français en opération au Mali, en cas d'exaction et tout ce que vous voulez, flagrant délit, ne peut pas être jugé ni par la justice malienne, encore moins par la justice française. Donc, autrement, il n'est plus qu'un diplomate. Parce que même le diplomate, à un moment, il y a quand même des limites qu'il ne faut pas franchir. Mais la 3e et la plus absurde, à mon humble avis, c'est que il est interdit à l'armée malienne de s'acquérir ou alors d'acheter du matériel militaire sans le consentement préalable de la France. Et quand vous avez des constitutions qui tiennent compte de ce genre de bêtises, mais c'est à se poser la question comment les États africains ont fait pour exister même jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, vous comprenez que c'est des constitutions qui véritablement ne reflètent pas les réalités africaines. J'irai même encore plus loin. Vous avez vu qu'avec les constitutions dans les années 1990, avec le discours de la Bolle, qui consacrait justement ce qu'on nous a vanté comme étant le multipartisme. Bon Dieu, je ne sais pas si au moment les Africains sont conscients. Est-ce que le multipartisme vu par l'Occident peut être appliqué en Afrique en fonction de nos réalités? Pour faire très simple, je vous prends un cas d'exemple que j'ai eu à travailler dessus. Si vous prenez le cas de mon pays, le Cameroun, récemment, je crois, le président français avait organisé du côté de Montpellier ce qu'il avait appelé une bêtise pareille, là, je ne sais pas, un genre de bêtise qui n'a pas de nom, où il invitait la jeunesse africaine à aller. La réalité dans ces, on ne dit pas toujours, c'est que les jeunes qui se sont rendus là étaient des jeunes triés par le volet, sur le volet, par le renseignement français, j'insiste dessus. Et quand ils sont arrivés, on nous a présenté une mascarade à Mondovision, ils ont échangé avec le président Macron et bien patiti patata. Et par la suite, ce qu'on ne dit pas, c'est que selon la catégorie, la plupart de ces jeunes après, il y a eu des séances de travaux avec un certain nombre d'officiels français. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que vous venez par exemple du Cameroun, vous êtes un acteur politique, vous êtes un homme politique, vous êtes un jeune politicien, vous êtes un acteur du monde socio-culturel et bien autre chose. Et bien, on cherche un alter ego du côté français qui a par exemple un parcours assez brillant et on vous met avec lui, il échange avec vous un peu pour vous donner des conseils. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que celui avec qui vous échangez, c'est un agent du renseignement français. Pour prendre le cas du Cameroun, vous avez un homme politique camerounais qui justement s'était rendu du côté de Montpellier, dont je vais taire le nom, qui une fois rentré au Cameroun a créé son parti politique. Je préfère encore taire le nom de son parti politique. Et récemment, il était au sénatorial. Mais vous savez, ce qui choque dans l'histoire, c'est que ce monsieur qui hier s'était rendu du côté de Montpellier, une fois arrivé au Cameroun, crée sa formation politique. Il y a 2 questions qui doivent nous venir à l'esprit. La première, c'est que quel est son projet politique ou alors son programme politique? Son projet de société ou son programme politique. La deuxième, c'est qui finance son parti politique?
Et aujourd'hui, vous verrez que ce soit dans l'un comme dans l'autre, pour le cas de qui finance son parti politique, je ne vais pas venir dessus, mais je vais m'attaquer aux éléments factuels. Par exemple, son projet de société. Quand vous allez lire son projet de société, il y a un élément fort qui revient et qui me paraît quand même être sensible. Il parle à l'intérieur de ce que lui, il a qualifié comme étant les sexualités émergentes. Et dans les sexualités émergentes, il met tout ce que vous connaissez, LGBTQ, quoi, patati patata, c'est-à-dire que voilà un monsieur qui est allé du côté de Montpellier, qui rentre au Cameroun, qui crée sa formation politique, dont on connaît les sources de financement, et qui crée un parti politique qui promeut en réalité, en langage facile, l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité cadre avec nos valeurs historiques, anthropologiques, culturelles et cosmogoniques? Je ne pense pas. Mais donc voilà comment, à travers des mécanismes, à travers ce qu'on nous a vanté comme étant le multipartisme, on multiplie les formations politiques. Un pays comme le Cameroun, à peine 30 millions d'habitants, il faut être honnête, on a pratiquement 380 formations politiques. Et il y a à se demander qui finance ces formations politiques. Aujourd'hui, vous avez des formations politiques dites de l'opposition qui organisent des conférences à l'échelle internationale. Je parle le cas de la France, où la facture est payée par le Quai d'Orsay, à savoir le ministère des Affaires étrangères français. Ça pose problème. Donc la question du multipartisme aujourd'hui qui intègre nos constitutions est un problème. Parce qu'on ne peut pas l'appliquer comme eux. Ils ont mis sur pied des mécanismes de contrôle de nature à s'assurer que lorsqu'une formation politique est mise en place, de façon directe ou indirecte, elle cadre non seulement avec l'idéologie du pays, mais également avec l'ossature institutionnelle et étatique de ce pays-là, de nature à ne pas permettre qu'il puisse avoir des infiltrations. Ce n'est pas le cas chez nous. Allons même encore plus loin. Au niveau de nos constitutions consacrent un mot que j'aime pas trop utiliser qui s'appelle la démocratie. Bon Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie occidentale, j'insiste dessus, la démocratie occidentale, parce que la démocratie en elle-même, elle est essentiellement africaine. Les essences de la démocratie soient africaines. Ça, c'est pas un débat, c'est scientifiquement prouvé. Mais la démocratie occidentale, qui intègre aujourd'hui nos constitutions, est-ce qu'elle cadre avec les réalités des peuples africains? Monsieur Ngos, j'ai fait une étude en 2019, au lendemain des élections présidentielles de 2018, je crois octobre 2018 au Cameroun, et je vais vous dire ce que j'ai constaté. Si vous prenez le cas des élections d'octobre 2018 au Cameroun, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que selon l'Institut national de la statistique, au Cameroun, il y avait entre 11 et 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter. C'est beaucoup plus parce que j'ai échangé sur la question avec le professeur Mathias Siré en Guinée. C'est largement beaucoup plus. Mais soit, c'est l'INS qui dit, c'est quand même, ils ont eu la crédibilité qu'on les doit. 11 à 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter. Sur les 11 à 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter, l'organe en charge des élections, l'ECAM, nous faisait savoir qu'il n'y avait que 6 400 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales. Oui. Et sur les 6 400 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales, il n'y avait que 4 millions qui ont retiré leur carte d'électeur. Et sur les 4 millions qui ont retiré leur carte d'électeur, il n'y a que 3 millions qui sont allés au vote pour pratiquement 1 million d'abstention. Donc il y a 2 millions de Camerounais qui ont voté pour 30 millions de personnes. En réalité, c'est quoi la démocratie occidentale? C'est un système savamment pensé qui permet à la minorité de devenir majoritaire face à la majorité qui devient minoritaire. C'est-à-dire qu'on a mis sur pied un système qui permet à une minorité de personnes de porter un homme au pouvoir qui va commander la majorité face à la majorité qui devient minoritaire. Est-ce que cela cadre avec les réalités africaines? Non. Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, c'est un continent essentiellement inclusif parce qu'en Afrique, même si on ne vous aime pas, il y avait le Conseil des sages qui faisait en sorte qu'on vous ramenait à la société et on amenait la société à vous accepter. Alors, la démocratie occidentale qui, elle, au fur et à mesure, je vous ai donné le chronogramme, vous voyez qu'à chaque étape, il y a des critères exclusifs et qui permettent à ce qu'une minorité puisse porter au pouvoir un homme qui vient commander la majorité. Est-ce que cela reflète nos réalités africaines? Je ne pense pas. C'est dire qu'en réalité, les constitutions africaines doivent être repensées, doivent être réécrites. Et quand vous observez même du côté du Mali, ce qui est en train de se faire avec la nouvelle constitution qui a été votée, vous comprenez qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se faire là-bas. On vous parle de l'arrivée d'une nouvelle monnaie qui s'appellera le Wari. Le Wari, pas de temps pour moi. On vous dit que le français était relégué comme langue de travail, c'est-à-dire que ce n'est plus la langue officielle de ce pays-là. Et aujourd'hui, quand on voit le projet de fédération entre le Mali et le Burkina, parce que le projet Mali, le Burkina et la Guinée, quand on voit la monnaie, rappelons que la monnaie, le Wari, oui, est une idée qui a été faite entre les trois États, c'est-à-dire que c'est un projet de fédération, parce que ce soit le Burkina Faso ou la Guinée, lorsque ceux-ci auront terminé avec les problèmes d'insécurité, de réforme institutionnelle, eux-mêmes sont appelés à utiliser cette monnaie-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le chemin vers lequel il faut que les États africains y vont? Bien sûr, parce qu'on a vu qu'en réécrivant leur constitution, ils sont véritablement en train de montrer le devenir, l'avenir de ce que leurs États deviendront demain. Est-ce que nous autres, dans nos pays francophones, nous tenons compte de ces réalités-là? Je ne pense pas. Et je vais chuter avec quelque chose de pertinent. Dans le cas, par exemple, du Cameroun, vous allez voir que
dans mes propos préliminaires, je vous faisais savoir que ces constitutions intègrent les accords de coopération que nous avons liés avec la France. Dans le cas du Cameroun, vous voyez que nous avons, dans les accords de coopération qui lient le Cameroun à la France, il y a un article là qui spécifie clairement que lorsque le Cameroun est en danger, immédiatement la France doit entrer en guerre. Et vice-versa. Rappelez-vous de la guerre du Biafra. Le Cameroun a sollicité l'aide de la France. La France n'est jamais arrivée. La France nous a dit non, c'est un problème africano-africain, c'est-à-dire que ça concerne le Cameroun et le Nigeria. Ils ne peuvent pas s'immiscer. Alors qu'indirectement, on sait très bien que le mercenaire Bob Dena, avec l'aval de Foucault, sous le parrainage de De Gaulle, était en train de déployer un certain nombre de régiments militaires du côté du Biafra pour soutenir la rébellion du Biafra, parce que l'intention derrière, c'était de gagner des marchés dans des fuites de pétrole. Donc quand ça les arrange, ils vous disent non, gérer, mais quand ça nous arrange, ils disent non, gérer, mais quand ça les arrange, eh bien, ils font comme ils veulent. Ça démontre à suffire le caractère belliqueux de ces constitutions qui ne cadrent pas avec nos réalités, qui empêchent les États africains de décoller, mais pire encore, qui continuent à maintenir nos États dans la pauvreté. Restons sur le continent africain, précisément en Afrique centrale, avec la République centrafricaine. Là-bas encore, il y avait une autre constitution. On est en train de la changer aujourd'hui, on est en train de la réécrire. Prenons d'ailleurs le cas de ce pays-là. Le président pouvait trouver des lois, mais c'est le Premier ministre qui devait apporter, on va le dire comme ça, on le dit, son quitus pour que la loi soit abrogée ou alors adoptée. Et pendant ce temps, toujours dans la constitution centrafricaine, il y avait un autre problème, c'est que les Centrafricains n'avaient pas le droit de creuser à plus de 30 mètres de leur propre sol. Des bêtises pareilles, vous excusez le terme, c'est vrai que nous sommes à Mondovision, mais c'est d'une cruauté à une autre pareille. Mais ce pays est satanique, ce pays qu'on appelle la France. Mais ces gens sont diaboliques. Comment vous pouvez arriver chez quelqu'un et vous dites qu'à plus de 30 mètres, vous ne devez pas creuser plus de 30 mètres parce que c'est votre priorité. Bon, vous savez, parfois on tire sur les dirigeants qui sont allés signer ça, mais il faut également comprendre que le contexte géopolitique des années 1960 n'est pas le contexte géopolitique des années 2000. Il y a des réalités que eux ils avaient que nous n'avons pas aujourd'hui. Il y a des facilités que nous avons que eux ils n'avaient pas aujourd'hui. Rappelons que lorsque, je crois que c'est Bokassa qui validait ces choses-là, rappelons que c'est un monsieur qui à la limite subissait une humiliation assez terrible. Du salopard français qu'on appelle Valéry Giscard d'Estaing, qui se plaisait lorsqu'il arrivait à Bangui à coucher avec sa femme. C'était connu. Je vous rappelle qu'Amour a donné sa femme pour 3 mois de vacances. Hein. Bon, ça dépend des conditions dans lesquelles il les a données. Donc lui-même il se plaignait de ça dans ses mémoires, il le reconnaît aujourd'hui. D'ailleurs, il parle. Je le disais encore ce matin, enfin, je l'écoutais. Voilà, donc pour dire qu'en réalité, nos chefs d'État ont été entraînés dans quelque chose qu'il faut le dire, à cette époque, véritablement, n'avait pas le choix. Si vous prenez le cas même du Cameroun, je crois que les accords, ou alors les accords de coopération qui lient le Cameroun et la France, a été signé entre la France et la France. Oui. Parce que les constitutionnels français qui sont arrivés ici pour signer cet accord ont signé avec le président Amadou Ahidjo, et il était assisté de 2 Français. C'est-à-dire que voilà, des Français qui viennent signer des accords de coopération avec d'autres Français, mais on dit que c'est le Cameroun qui a signé. Donc il fallait, c'est des trucs qu'il fallait. Je vous rappelle quand même que la Constitution française a été écrite par un Français. Merci. J'oublie le nom, je vais vous donner peut-être tout à l'heure. Effectivement. Donc c'est pour dire que pour le cas de la RCA, ça démontre à suffire les meilleurs entre les difficultés dans lesquelles ce pays se situe. Quand on voit, il vous souvient encore le discours du président Touadéra. Avant, il disait, Touadéra même ici à Yaoundé, à la limite même il avait les larmes aux yeux. Il dit, si vous voyez ce que ce pays qu'est la France a fait chez nous. Et malgré ça, lorsque nous sommes allés demander de l'aide, ils nous ont dit non, ils ne peuvent pas nous aider. Et pire encore, ils nous ont interdit d'aller demander l'aide à une autre personne. Quand vous suivez même les sorties de l'ancien président burkinabé que j'aime pas trop, le colonel Damiba, et même avec lui, Hogma Christian Kaboré, ils vous disent qu'ils ont besoin d'armes pour combattre dans le nord contre les terroristes. Ils achètent des armes. La France refuse de leur livrer les armes. Ils achètent des armes, mais la France bloque les armes au port. C'est ce genre de bêtises comme ça. Et derrière, on donne les leçons de démocratie, on donne les leçons de gouvernance à ce genre de pays. Pour revenir encore dans le cas de la République centrafricaine, quand on voit les machinations qui sont en train d'être entreprises dans ce pays-là pour justement permettre à ce que ce pays ne décolle pas, rappelons que la constitution même qui avait été écrite, elle a failli, elle a été bloquée par, je crois, la dame, la présidente de du conseil qui a été démis de ses fonctions. Vous voyez que c'est des gens qui ont une mise quand même assez importante dans les essais sociaux et les essais institutionnels africaines. Ça fait donc qu'il devient difficile de justement revoir de telles procédures, mais, j'insiste encore, le rôle d'un chef d'État, c'est de dépasser sa zone de confort, c'est d'arriver à une situation à laquelle lui-même il ne s'était pas préparé, de nature à rassurer et à garantir le devenir de ses peuples. Et c'est là où, quelque part, j'apporte mon soutien total au président
Faustin Archange Touadéra, qui, malgré ces difficultés-là, est en train de briser les barrières pour permettre à ce que la Centrafrique puisse se relever d'un coup. Et je terminerai avec une chose également que nos constitutions n'ont pas beaucoup parlé, la question des armées africaines. Je le dis chaque jour, et je crois que c'est mon combat depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui. Le blanc a fait quelque chose de magnifique dans son machiavélisme institutionnel. Le blanc a fait quelque chose de magnifique, c'est qu'il nous a fait croire que nous étions non seulement des États souverains, mais que nous avions des armées. Il faut dire aux États africains, surtout des États du système francophone, qu'ils ont tout sauf des armées. C'est-à-dire que nous avons tout sauf des armées. Et je vais vous dire, lorsque le colon présent sur le sol africain crée ce qu'il a appelé la force publique, parce qu'avant ce n'était pas des armées, c'était la force publique. Le rôle de la force publique était de mater tout mouvement d'émancipation qui pouvait naître de l'intérieur de nos États. Le rôle de la force publique n'était pas de regarder si le Cameroun est attaqué à sa frontière, non, ils peuvent répondre. Ce n'était pas ça le problème. Leur rôle était de mater, c'est dans ce cadre-là que bon nombre de nos nationalistes sont morts. Les Ruben Oumniobé, les Patrice Séméré Lumumba et bien d'autres choses, du côté de l'Afrique de l'Ouest avec les Sékou Touré. Alors, quand le colon part, on quitte de force publique à armée nationale. Est-ce que le travail scientifique, est-ce que le travail institutionnel, est-ce que le travail logistique a été fait de nature à ce que l'appellation force publique puisse évoluer au nom armée nationale? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle en Afrique, lorsqu'une rébellion, un temps soit peu, est bien organisée, elle arrive à mettre en déroute nos armées. C'est également pourquoi vous verrez que lorsqu'un chef d'État oriente sa constitution, oriente sa géopolitique vers la restructuration de son armée, il est immédiatement combattu. Les exemples sont légion. Le Cameroun, au début des années 2000, lorsque le président Paul Biya initie ce qu'on a appelé le concept armée-nation, avec l'interamisation des armées qui justement devait professionnaliser l'armée camerounaise, vous avez vu tout ce qui s'est passé derrière, avec Jeune Afrique Économie qui a sorti et bien d'autres publications. Si vous prenez le cas même de Faustin Archange Touadéra, vous avez vu que lorsqu'il a commencé la restructuration de son armée, on a vu comment il a immédiatement été combattu. On disait qu'il ne devait pas faire un second mandat. Même si le cas aujourd'hui avec le Mali, même le Burkina Faso, on a dit à Ibrahim Traoré qu'il devait organiser les élections. Et il a dit, bon Dieu, j'organise des élections dans un pays où l'État contrôle à peine 50-60% du territoire. Et donc c'est ça. Parce que le défi actuel des États africains, c'est la réforme, c'est la refondation, c'est la restructuration des armées. Et à chaque fois qu'un État s'y gouffre, directement il est combattu par les autres parce qu'ils savent que c'est ça l'enjeu. Et donc nos constitutions également doivent intégrer cette réalité, cette dynamique, de faire en sorte que nos armées puissent être des armées assez professionnelles de nature à non seulement combattre dans le hard power, c'est-à-dire la force physique, mais également dans le soft power, qui est aujourd'hui l'arme de propagande la plus efficace par les puissances occidentales pour renverser nos États. Restons toujours en Afrique centrale. Je prends maintenant le cas de Idriss Déby Itno. Il nous avait dit d'ailleurs lors d'une entrevue, un entretien avec les télévisions françaises, qu'il voulait justement quitter le pouvoir il y a encore quelques années. Eh bien, la France lui a envoyé un constitutionnaliste qui est venu changer justement cette constitution. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous sommes en 2023. La France a envoyé des constitutionnalistes du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire tout simplement que c'est la France qui établit les constitutions selon ce qu'elle veut? Mais l'État à sa mesure. C'est une évidence, monsieur Steve Josselin-Goss. C'est une évidence. C'est la France. Mais il fut un temps en Afrique où l'ambassadeur français dans nos États africains avait le statut de vice-président. Vous ne le savez pas. Même de président. C'est-à-dire que quand il dit de vice-président, ça veut dire que le président, c'est le président français. Et lui, il est le vice-président et le président du pays en suit. C'est une évidence absolue. Pourquoi ils le font? Ils le font simplement parce que à chaque fois qu'il y a un leader qui un temps soit peu essaie un peu de garantir au mieux les intérêts, il faut que celui-là reste. Rappelons que même si aujourd'hui, on doit saluer quand même la mémoire du maréchal Idriss Déby, qui, il faut le dire, était un très grand panafricaniste. On l'a vu en soutien du côté du Mali. On l'a vu également l'un des rares présidents se prononcer ouvertement sur la question du franc CFA en Afrique. Donc, il faut saluer la mémoire. Mais il faut également rappeler que le président Idriss Déby lui-même faisait savoir que dans la production pétrolière de son pays, la France ne reversait que 3% au Tchad. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on sait, c'est le cas. Au Gabon même, c'est bien pire. Je ne suis pas sûr qu'à peine ils reçoivent 2%. Donc, ce sont des bêtises comme ça. Et les mêmes nous parlent de gouvernance et de droits de l'homme. Mais je ne sais pas si en Afrique, on intègre le fait que quand on se plaît parfois, et nos hommes politiques, de crier sur les plateaux, la démocratie, il y a eu détournement. C'est tout ça, c'est la société civile et tout. Cache pas des hommes politiques dans un cadre général, les institutions, même ceux qui sont au pouvoir. Comment vous n'arrivez pas à décrire pareille escroquerie? Parce qu'ils mangent dedans aussi. Bien sûr. Et c'est donc ça le rôle de la France. C'est-à-dire qu'elle a mis sur pied un système savamment pensé où
à travers la France-Afrique, où on copte les intelligences, on copte les intellectuels, on copte les artistes. Vous l'avez vu récemment avec Macron, il se plaît à prendre des photos, il va en boîte de nuit avec un artiste dont je ne veux pas taire le nom, il ne représente rien pour moi, c'est une bêtise pareille, mais on peut comprendre ça. Et donc, vous voyez comment des gens se plaisent dans un système où une poignée de personnes mangent et la masse populaire n'arrive pas à manger. Malheureusement, nos médias sont en contribution. Si vous prenez le cas de nos chaînes de télévision en Afrique, et même dans le cas du Cameroun, regardez le débat du dimanche, de ce dimanche passé. Allez voir les thématiques. On vous parlait des bêtises. Bébés disparus, 30 ans de démocratisation, ou admettons, des conneries pareilles. Personne ne dit que si l'Afrique recevait seulement 50% de sa production pétrolière, elle pouvait être développée. Et donc, on crée un système. Et des intellectuels ne vont pas défendre ça. C'est-à-dire que vous avez des gens professeurs en professorat, agrégés en agrégation, des gens qui sont situés dans des plateaux, ministres des enseignements supérieurs, qui vont vous parler, qui sont des sémioticiens, ça veut dire qu'ils sont capables de corriger des textes de français. On ne sait pas si ça développe un pays, mais qui ne peuvent pas prendre la parole et dire qu'il y a une coopération qu'il faille dénoncer, à savoir celle du franc CFA. Et donc, parce que la France a permis que des personnes comme ceux-là soient à la tête de nos États gouvernent, on se retrouve toujours dans ce genre de problème qui fait en sorte que personne n'est là pour penser pour les Africains. Dieu merci, vous êtes là. Je ne vais pas me dire je suis là, mais il y a une communauté de personnes comme nous qui voient que loin du jeu, parce que c'est le jeu consiste à la distraction, à la diversion et au divertissement. Mais loin du jeu, il y a les enjeux, et ce sont les enjeux qui conditionnent le jeu. Et donc, très peu de personnes s'orientent vers ces enjeux-là de nature à définir évidemment les problèmes. En quelques secondes, Charlie Kenny, vous qui êtes stratège, êtes-vous d'accord avec les Africains qui pensent qu'il faut déchirer toutes les constitutions qui existent aujourd'hui sur le continent africain, mais précisément en Afrique francophone? Mais il ne faut pas simplement les déchirer, il faut les brûler. Il faut les brûler parce qu'en réalité, elles ne cadrent pas aux besoins, aux aspirations des peuples africains. Je crois qu'une chose est certaine, ce continent a beaucoup souffert. C'est-à-dire, on a vécu, je crois que c'était 3 ou 6 siècles d'esclavage, de colonisation et tout ça. Et aujourd'hui, on veut nous ramener dans un autre système qui n'est pas différent de ce que nos ancêtres ont vécu, mais qui allait beaucoup plus fin, propre et même labellisé. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut plus continuer dans ça. Les Africains aujourd'hui, ça dit que nous avons l'obligation de prendre notre liberté. Nous avons l'obligation d'arracher notre liberté et si possible par la force. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas comprendre qu'un continent qui à lui seul, selon les Nations Unies, regardez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mon cher Mos, où on vous dit que 80% des réserves connues à l'échelle internationale de coltan s'y trouvent là-bas et le pays n'arrive même pas. Les enfants sont soldats. La population manque $1 par jour pour survivre, alors que rien que ce qu'ils ont sous le sol est capable de développer le pays et de faire de ce pays un jeu international. Regardez la République centrafricaine dont vous venez de citer. Selon la Banque mondiale, 16% du territoire centrafricain regorge les matières premières comptabilisées de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. Je vous rappelle que rien que ce montant développe l'Afrique. Mais 16% d'un pays comme la RC regorge d'un potentiel. Et ce pays est en train de marchander, de se mettre à genoux, de supplier les institutions internationales de bout en bout pour avoir justement un peu d'argent pour développer son pays. Vous trouvez ça logique? Vous pensez que c'est sérieux? Alors qu'il a tout ce qu'il faut pour se développer. Et d'un autre côté, les gens vont nous parler de valeurs universelles, de droits de l'homme, bien d'autres choses. Le budget de la République centrafricaine, c'est de 380 milliards de dollars, 383 milliards de francs CFA. Le budget d'un pays, 383 milliards de francs CFA, alors que ce pays a sous son sol 16% de son territoire qui regorge des matières premières comptabilisées de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Mais le budget de son pays est de 383 milliards de francs CFA. Vous pouvez faire, alors que c'est un pays qui est en guerre, vous pouvez faire quoi avec? Alors que dans un pays comme le Cameroun, rappelons qu'au Cameroun, pour faire très simple, le budget de l'éducation de base, c'est pratiquement de 350 milliards de francs CFA. Le budget de l'enseignement secondaire, c'est 361 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez que le budget et l'éducation camerounaise est divisé en 3, l'éducation de base, l'éducation secondaire et l'enseignement supérieur. Mais vous voyez que l'éducation de base comme à l'enseignement secondaire, rien que le budget des 2 départements ministériels là dépasse de loin le budget de l'État centrafricain. Et pourtant, c'est un État qui doit construire les routes, qui doit permettre, qui doit payer les soldats, qui doit acheter des armes, qui doit sécuriser sa frontière. Comment est-ce qu'ils font?
Et la France voit ça venir et ils ont demandé, on dit non, c'est pas possible. Et dans ça, on nous sort des concepts tels que l'aide au développement, l'aide budgétaire pour aider qui? Donc vraiment, on a trop souffert. On peut pas continuer dans ça. On a l'obligation aujourd'hui de prendre nos positions, même pas de tituber, parce que ceux qui titubent vont être mis dans la poubelle de l'histoire. On doit prendre nos positions clairement sur cette question de nature à permettre que nos enfants, nos petits-enfants ne vivent pas ce que nos ancêtres ont vécu. Charlie King, je vous dis merci. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricanisme. Plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez surtout pas, comme le déclarait haut et fort un grand homme, la principale occupation c'est l'amour, la seconde c'est de médire, la troisième de dire des sottises. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bonne journée à toutes et à tous.